L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous embarquons pour un voyage fascinant à travers les grandes capitales de la porcelaine chinoise, des fours millénaires de Jingdezhen aux ateliers secrets de Longquan. Nous allons explorer cet art qui a conquis le monde entier. Pour nous accompagner dans cette découverte passionnante, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon collègue Rogo, qui est passionné de la porcelaine chinoise. Bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis également ravi de partager avec nos chers auditeurs ma passion pour la porcelaine chinoise, cet art extraordinaire qui combine technique, esthétique et spiritualité depuis plus de 2 millénaires. La porcelaine chinoise est véritablement l'une des contributions majeures de la Chine à la civilisation mondiale. C'est vrai, hein? Selon les historiens, les Chinois ont inventé la porcelaine véritable vers le 1er siècle après Jésus-Christ, soit près de 1600 ans avant l'Europe. Et Rogo, mais ce qui la rend unique, c'est... Et ce qui la rend unique, c'est d'abord sa composition. Un mélange savant de kaolines et des pierres de porcelaine, puis à très haute température, plus de 1300 degrés Celsius. Mais au-delà de la technique, c'est surtout la dimension artistique et spirituelle qui distingue la porcelaine chinoise. Chaque pièce raconte une histoire, porte des symboles, reflète une philosophie. Et selon Rogo, chaque pièce reflète une philosophie. La transparence, la sonorité cristalline, la finesse, tout cela crée une véritable mystique autour de ces objets que les Européens appelaient l'or blanc. Et Rogo, commençons notre voyage. Quelle est la première ville à découvrir? Sans hésitation, Manon, je commencerai par Jingdezhen, dans la province du Jiangxi. C'est la capitale mondiale de la porcelaine, surnommée la ville de la porcelaine, depuis plus de 1700 ans. Imaginez donc une ville entière dédiée à cet art. On dirait que à Jingdezhen, chaque coin de rue respire l'histoire céramique. Et Jingdezhen a commencé à produire de la céramique vers quelle dynastie? Jingdezhen a commencé à produire de la céramique sous la dynastie Han. Mais c'est sous les Song qu'elle est devenue le centre impérial de production de porcelaine. Les empereurs y ont établi des fours officiels qui produisaient exclusivement pour la cour impériale. Ah, donc l'empereur désigne des fours pour produire uniquement de la porcelaine pour le palais royal. Et qu'est-ce qui rend Jingdezhen si spécial pour la production de porcelaine? Plusieurs facteurs, Manon, ont contribué à faire de Jingdezhen un lieu unique. D'abord, la géographie. La ville est entourée de collines riches en kaolines, cette argile blanche essentielle à la porcelaine. Les montagnes Gaoling, d'où vient d'ailleurs le mot kaolin, sont toutes proches. Ensuite, il y a l'eau de la rivière Chang, dont la pureté particulière était idéale pour la préparation de l'argile. Les forêts environnantes fournissaient le bois nécessaire au four. Et enfin, il y a la position géographique qui permettait un transport facile des produits finis
vers tout l'empire via le voie fluviale. Ah, toutes les conditions sont réunies pour produire de porcelaine de bonne qualité. Oui, mais ce qui est vraiment extraordinaire dans tout ça, c'est l'organisation de la production. Jindagen avait développé une division du travail incroyablement sophistiquée. C'est-à-dire? Certains artisans ne faisaient que préparer l'argile. D'autres ne tournaient que le bol. D'autres encore ne peignaient que le dragon, etc. Donc cette spécialisation extrême permettait d'atteindre une perfection inégalée, une division du travail incroyablement sophistiquée. Tout de suite, on va voir qu'est-ce qu'on peut voir à Jingdezhen. Oh, Qu'est-ce qu'il reste à Jingdezhen? Jindagen reste un véritable paradis pour les amateurs de porcelaine. Le musée de la céramique de Jindagen est incontournable, avec ses collections qui retracent 2000 ans d'histoire. Ah, les amateurs de porcelaine, c'est un lieu incontournable. Oui, donc vous y verrez des pièces impériales d'une beauté à couper le souffle, depuis le céladon de Song jusqu'aux porcelaines famille rose de Ting. Chaque époque a ses spécialités. Et Rocco, qu'est-ce que vous préférez? Bien sûr, mais ce que je préfère moi, c'est le quartier des anciens fours impériaux. Certains datent de la dynastie Ming et sont encore en activité. Encore en activité? Oui, vous pouvez voir Incroyable. les artisans travailler selon les techniques traditionnelles. L'odeur de l'argile, le ronronnement des tours, la chaleur des fours. C'est une expérience sensorielle unique. Si on veut acheter des produits de porcelaine, Oui, vous pouvez visiter le marché de la céramique du week-end où des centaines d'artistes et d'étudiants vendent leurs créations. C'est intéressant de voir comment la tradition se mélange à la créativité contemporaine. il y a beaucoup d'innovation et cela donne vraiment envie d'y aller. Et Rocco, parlons maintenant des spécialités de Jingdezhen. Et quel type de porcelaine y produit-on principalement? Ah, là, c'est là que Jindagen brille vraiment. La ville est célèbre pour plusieurs types de porcelaine emblématiques. D'abord, la porcelaine bleu et blanc, avec ses motifs bleus et cobalt sur fond blanc immaculé. C'est probablement le style le plus connu dans le monde, celui qui a conquis l'Europe au XVIIe siècle. Ensuite, il y a la porcelaine famille rose, avec ses délicates nuances de rose obtenues grâce à l'or colloïdal. Ces pièces, souvent ornées de scènes poétiques ou de fleurs, sont d'une finesse extraordinaire. Mais ma préférée reste la porcelaine claire de lune. Clair de lune? Oui, d'un blanc bleuté translucide, si fine qu'on peut voir la lumière au travers. Le maître des Jindagen sont le seul à maîtriser cette technique qui demande une cuisson parfaite. Ah, ces descriptions sont vraiment poétiques, clair de lune, famille rose. Et comment s'organise une visite idéale de Jingdezhen? Rocco va nous donner des conseils pour s'organiser une visite idéale de Jingdezhen. Oui, en 3 jours, je crois qu'on peut voir beaucoup de choses. Ah, il faut planifier un séjour de 3 jours. Oui. Et le premier 3 jour? 3 jours, ça peut suffire. Si vous commencez les premiers jours par le musée de la céramique pour comprendre l'histoire et les techniques. L'après-midi, vous pouvez visiter l'ancienne Kiln and Folk Customs Museum. C'est-à-dire un musée destiné aux fours de céramique. Où vous verrez des démonstrations de tournage, des peintures et même des cuissons dans des fours traditionnels. Et le deuxième jour? Là, on peut explorer le quartier créatif de Sanbao
où de jeunes artistes ont transformé d'anciennes usines en ateliers et galeries. Participez par exemple à un atelier, tournez votre propre bol, c'est une expérience inoubliable, cher Manon. Ah, on peut vivre l'expérience d'un artisan de porcelaine génial. Et c'est là qu'on verra comment la tradition se réinvente. Et le troisième jour, Rocco? Oui, le troisième jour peut être consacré aux visites des sites de production historiques comme le site de fours impériaux de Wutian. Et si ça tombe un week-end, on peut explorer les marchés créatifs ou peut-être acheter des pièces uniques directement auprès des artistes. C'est un programme passionnant et continuons notre voyage. Et quelle serait notre prochaine destination, Rocco? Direction Longchuan, dans la province du Zhejiang. Et justement, je voudrais savoir quelle est la différence entre Jingdezhen et Longquan, Rocco? Et Manon, si Jingdezhen est la reine de la porcelaine blanche, Longchuan est le royaume du céladon. Cette céramique d'un vert jade absolument envoûtant. Longchuan produit du céladon depuis la dynastie Song du Nord, soit plus de 1000 ans. Le secret de leur céladon réside dans la glaçure qui contient de l'oxyde de fer. Lors de la cuisson en atmosphère réductrice, cet oxyde se transforme et donne cette odeur verte unique comme du jade liquide. Et le céladon de Longquan doit avoir des caractéristiques particulières, je crois. Oui, bien sûr. Ce céladon est considéré comme le summum de l'art céramique chinois. D'abord, il y a cette couleur incomparable. Le maître distingue plus de 30 nuances de vert, depuis le vert prune jusqu'au vert lac des montagnes. Oui, chaque nuance a sa poésie. Ensuite, il y a la texture. La glaçure du céladon de Longchuan est épaisse comme de la graisse de mouton, avec une profondeur qui semble infinie. Quand vous tenez une pièce de qualité, c'est comme tenir un morceau de jade sculpté. Ce qui est fascinant, Manon, c'est que les pièces les plus précieuses ont des craquelures contrôlées dans la glaçure appelées caibian. Oui, caibian. Et ces réseaux de fines fissures créent des motifs uniques comme des toiles d'araignée dorées sur fond vert. C'est un défaut transformé en beauté. Et comment les artisans créent-ils ces effets extraordinaires? Oui, c'est là que réside le génie des potiers de Longchuan. Parce que pour obtenir ces effets, ils jouent sur plusieurs paramètres. D'abord, la composition de la glaçure, un mélange secret de cendres végétales, des feldspar et d'argile, transmis de maître à disciple depuis des générations. Ensuite, la technique d'application. La glaçure est appliquée en plusieurs couches, parfois jusqu'à 5 ou 6. Chaque couche doit sécher parfaitement avant l'application de la suivante. C'est un processus qui demande une patience infinie. Enfin, la cuisson. Ça, c'est la plus importante. Oui, parce que là, la température doit être maintenue précisément à 1280 degrés. Oh là là. Et l'atmosphère du four doit être parfaitement contrôlée. Pourquoi il faut adopter un contrôle si strict? Trop d'oxygène et le verre devient brun. Pas assez et il devient gris. C'est un art d'une précision chirurgicale. Bien compris. Que peut découvrir un visiteur à Longquan? Oui, Longchuan est resté un centre de production très actif avec plus de 500 ateliers. 500 ateliers? Oui. C'est énorme. Le musée du céladon de Longchuan est magnifique avec des pièces
sangre qui vous coupe le souffle. Mais les plus impressionnants, ce sont les sites archéologiques des anciens fours, notamment à Dayao et Jinsun. À Dayao, vous pouvez voir le vestige de four dragon de 80 mètres de long, construit à flanc des collines. Imaginez la maîtrise technique nécessaire pour contrôler la température sur une telle longueur. Des archéologues y ont trouvé des milliers de tessons, témoins des siècles de production. C'est vraiment la transmission d'un patrimoine vivant. Et à part Longquan, quoi d'autre à explorer? Mon cap peuvent sur le Fujian pour découvrir Dehua, la capitale mondiale de la porcelaine blanche. Ah, d'accord. Donc si Jindajian est célèbre pour ses décors colorés, Dehua s'est spécialisé dans la pureté absolue du blanc. Ah, d'accord. Les porcelaines blanches, je crois que c'est la couleur que les Chinois utilisent le plus. Oui, donc elles proviennent très souvent de Dehua, appelé blanc de Chine en Europe. C'est parce que cette porcelaine est d'une blancheur laiteuse unique. Marco Polo lui-même en parlait avec émerveillement dans ses récits, parce que cette blancheur exceptionnelle vient de la composition unique du kaolin local, pratiquement exempte d'impureté. Ah, d'accord. C'est vraiment pur blanc. Hein. Et qu'est-ce qui caractérise la production de Dehua de Fujian? Oui, Dehua s'est spécialisé dans la sculpture de porcelaine, particulièrement les figures religieuses. Les statues de Guanyin, la déesse de la compassion, produites à Dehua, sont considérées comme le plus belle du monde. Ah, les statues de Bouddha. La finesse des drapés, la douceur des expressions, j'en passe, c'est de la porcelaine transformée en poésie. Si Dehua produit de si belles porcelaines, leur secret réside en recours. Et le secret réside dans la plasticité exceptionnelle de l'argile de Dehua, qui permet de sculpter des détails d'une finesse incroyable. Les doigts d'une statue peuvent être aussi fins que des allumettes. Ah, incroyable. Les pétales d'une fleur, des lotus, aussi délicats que du papier. Quelle délicatesse. Oui, mais Dehua ne produit pas que du religieux, Manon. Les artistes créent aussi des objets du quotidien d'une élégance raffinée. Par exemple, Vases aux formes épurées, services à thé d'une simplicité zen, objets de lettrés pour les bureaux, etc. Comment s'est développée cette tradition de la porcelaine blanche? Oui, la tradition remonte à la dynastie Song. Il y a plus de 1000 ans. C'est sous les Ming que Dehua a vraiment excellé. Un artiste en particulier, He Shaozhong, actif au XVIIe siècle, a révolutionné l'art de la sculpture en porcelaine. Ces Guanyin sont aujourd'hui dans le plus grand musée du monde et valent de fortune. Et ce qui est unique à Dehua, c'est que les artistes signaient leurs œuvres, ce qui était rare dans la céramique chinoise. Et leurs signatures nous permettent de tracer des lignes d'artistes sur plusieurs générations. Chacun apportant ses innovations tout en respectant la tradition. Oui, et l'exportation vers l'Europe de la porcelaine de Dehua, c'est vers quelle époque? Comme on sait que l'Europe a importé une quantité importante de porcelaine depuis Dehua. Ça a commencé dès le XVIe siècle. Les Européens étaient fascinés par cette porcelaine si pure
qu'elle semblait lumineuse. Louis XIV en avait une collection importante à Versailles. Ah, c'est une épreuve tangible des échanges culturels entre la Chine et la France. Bon, je crois que le temps, nous sommes arrivés pratiquement au temps qui nous est imparti et on pourrait continuer prochainement pour formuler quelques recommandations à nos fidèles auditeurs sur ce qu'ils peuvent voir une fois arrivés à Denho. D'accord. Bon, merci à Rocco. On continue notre exploration dans l'émission prochaine.